Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en général d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Dimanche, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Peace. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, mais aussi de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec ce live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, je reçois Audrey Sanchez. Audrey, tu es avocate en droit social à Paris 16e. Tu accompagnes au quotidien des dirigeants et des directions des ressources humaines de sociétés françaises et de groupes internationaux dans la gestion de leurs relations de travail individuelles ou collectives, de la mise en œuvre de politiques sociales à la restructuration d'entreprises. Notre sujet du jour, la souffrance au travail. Comment faire en sorte que votre bureau ne soit pas un dramaland? Alors, fin avril dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, une étude révélait qu'un salarié français sur deux, sur une population d'actifs d'un peu plus de 30 millions de personnes, est aujourd'hui en situation de détresse psychologique, avec un fort impact sur sa vie quotidienne. Une situation qui ne s'améliore pas dans le temps. Par rapport à la période pré-Covid, les risques de burn-out sont 3 fois plus élevés et concernent désormais 34% des salariés. Une tendance qui touche les femmes pour 49%, les jeunes 55% et les managers 44%. Il faut savoir que 2,5 millions de salariés seraient en état de burn-out sévère, avec 64% des professionnels des ressources humaines. On parle souvent de santé mentale et d'épuisement professionnel résultant d'un investissement excessif dans le travail, de longues heures de travail, une charge élevée, des responsabilités accumulées, la pression financière, des conflits, un manque de soutien et de reconnaissance. Le problème est que la souffrance au travail peut prendre différentes formes et être multifactorielle. Audrey, peux-tu nous expliquer ce que l'on entend par souffrance au travail? De quoi s'agit-il exactement? Bah, la souffrance au travail, elle vise en partie les situations que tu décris, à savoir notamment cette surcharge de travail, des horaires de travail extensibles que va rencontrer le collaborateur dans l'exercice de ses fonctions et qui va rendre difficile l'accomplissement de ses missions de façon optimale. Mais il y a aussi la situation inverse, que l'on nomme bore-out et qui cette fois s'illustre par une charge de travail insuffisante ou incomplète, que l'on peut parfois assimiler à une forme de placardisation. Dans ces 2 cas, dans le cas du bore-out comme celui du burn-out, les situations que vit le collaborateur, même j'ai envie de dire qu'il subit, va impacter sa santé. Et il n'est pas rare que le collaborateur qualifie ces situations de harcèlement moral. Le harcèlement moral, c'est une notion qui est définie dans le Code du travail comme les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail du salarié, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. D'accord. Quelles sont les obligations de l'employeur? Alors elles sont, de plusieurs ordres et on peut d'ailleurs considérer que la loi et la jurisprudence exercent une forte pression sur l'employeur en la matière. Déjà, le code du travail mentionne que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité. C'est-à-dire qu'il doit mettre en œuvre toutes les mesures pour assurer leur sécurité, pour protéger la santé physique et mentale des collaborateurs qui travaillent pour lui. Alors ces mesures, comportent, notamment des actions de formation et de prévention. Alors concrètement, sur le volet vraiment harcèlement, l'employeur va prendre des mesures de diffusion, de présentation, de sensibilisation qui vont viser à l'information effective des collaborateurs sur la législation en vigueur sur le harcèlement.
En d'autres termes, il montre que le harcèlement n'est pas admis dans l'entreprise. Alors, il peut aussi organiser des ateliers, des workshops sur l'identification des situations de souffrance au travail. Il est également assez fréquent qu'il organise, des formations auprès des populations managériales pour leur rappeler les bonnes pratiques au travail. Alors, l'employeur a aussi l'obligation de rappeler les dispositions prévues par le code du travail sur le harcèlement moral dans le règlement intérieur, dont chaque collaborateur est informé. Toujours en matière de harcèlement, si cette prévention n'a pas suffi et qu'un collaborateur dénonce auprès du dirigeant, auprès des services RH une situation de harcèlement, ou bien que les membres, du CSE lancent une alerte en harcèlement, l'employeur doit impérativement réagir. Il n'y a pas à proprement parler dans le code du travail de procédure normée en la matière, mais quoi qu'il arrive, parce que chaque cas est unique, un accompagnement approprié à chaque cas doit être mis en place. Alors il est évident, hein, que dans les faits, une simple accusation non circonstanciée, ne sera pas suffisante et que l'employeur devra obtenir un minimum d'informations complémentaires avant de décider des suites à donner. Une enquête interne peut être menée avec ou sans participation des élus. Il est également possible de faire appel, à un cabinet externe spécialisé dans les risques psychosociaux. Et puis enfin, certaines entreprises, sont dotées d'une commission ad hoc qui a été mise en place par voie d'accord collectif. Alors dans le cadre du déroulement de cette enquête, elle doit impérativement être, enfin en tout cas c'est ce que évidemment je recommande, elle devra être menée contradictoirement. C'est-à-dire que la victime présumée, mais également son entourage professionnel et puis là où les auteurs, présumés, du harcèlement vont être entendus individuellement et puis, un rapport sera rédigé. Le salarié qui s'est déclaré victime de harcèlement sera bien évidemment informé, des conclusions de l'enquête et l'employeur devra prendre, les éventuelles mesures qui s'imposent si la situation de harcèlement est établie. En dehors de cette, situation spécifique de harcèlement moral, l'employeur doit être très attentif à la charge de travail de ses salariés, par l'intermédiaire des managers. Chaque manager, a en principe, hein, des rendez-vous réguliers avec les collaborateurs pour anticiper une difficulté dans le travail. Le rôle, de chaque manager d'équipe est primordial. Alors, par exemple, pour les collaborateurs au forfait jour, un entretien, est organisé à minima une fois par an pour évoquer avec, le manager l'articulation entre leur vie, professionnelle et leur vie privée et mettre en place d'éventuels correctifs. Alors c'est évidemment pas, suffisant de rencontrer une fois par an les collaborateurs et parfois les collaborateurs n'osent pas forcément, frapper à la porte de leur RH ou de leur manager pour, parler de leur situation de souffrance. C'est pour ça que le code du travail, et impose des obligations très importantes, très fortes, fait peser des obligations très fortes sur l'employeur, notamment en matière de contrôle du temps de travail et aussi en matière de droit à la déconnexion. Et après, il y a, au-delà de ça, tout un arsenal juridique, en matière de négociation collective pour encadrer, ces sujets-là, droit à la déconnexion, temps de travail et puis sur d'autres sujets, un peu plus vastes, ceux qui touchent, en matière de négociation obligatoire à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes puisque comme tu le disais en début de live, c'est on a aussi des difficultés de souffrance souvent par les femmes, notamment les femmes, célibataires qui s'occupent, potentiellement de leurs enfants et seules et il y a un accompagnement qui peut être mis en place, notamment dans le cadre d'accords égalité hommes-femmes ou aussi dans le cadre d'accords, sur la qualité de vie au travail, sur la qualité de vie et des conditions de travail. D'accord, merci. Et quels sont les risques encourus finalement si l'employeur ne fait rien? Alors, on pense bien sûr aux risques, juridiques, judiciaires. L'employeur peut avoir respecté son obligation de sécurité, mais être défaillant, dans le cadre de sa réaction à la dénonciation de la situation de harcèlement et inversement. Lorsqu'un salarié est victime de harcèlement, l'employeur peut donc être condamné à lui verser 2 réparations distinctes qui vont se cumuler, l'une afférente au harcèlement lui-même et l'autre pour manquement, de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement.
Alors très souvent, la situation de souffrance au travail s'exprime par des horaires de travail extensibles et le salarié au forfait horaire pourrait, aussi solliciter une indemnisation spécifique à ce titre. Enfin, il n'est pas rare que le collaborateur en souffrance soit placé en arrêt maladie et qu'il sollicite dans ce cadre une rupture du contrat de travail au tort de l'employeur ou bien qu'il tente, une déqualification en licenciement nul s'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour absence prolongée qui désorganise l'entreprise. Au-delà de ces risques juridiques, il est évident qu'une situation de souffrance au travail est rarement individuelle et l'environnement professionnel va en pâtir nécessairement à court ou moyen terme. Oui, bien sûr. Alors, tous les acteurs de l'entreprise sont susceptibles, hein, d'être victimes, de souffrance au travail. Personne n'est épargné. On entend souvent parler des employés, des managers, mais les dirigeants peuvent aussi être concernés et pas uniquement par la pression ou le stress. J'ai déjà vu le cas d'un patron harcelé par un collaborateur. Qu'en penses-tu? Doit-on traiter les cas différemment? Y a-t-il des cas particuliers dans la souffrance au travail? Alors tu as raison, bien qu'il ne s'agisse pas du cas le plus courant, c'est évident que la pression peut être ressentie par le supérieur hiérarchique. Et d'ailleurs, la définition sur le harcèlement fournie par le Code du travail n'impose pas que la victime soit nécessairement dans un lien de subordination vis-à-vis du harceleur. On peut bien évidemment penser à des situations aussi de harcèlement vécues entre collègues. Je souligne par ailleurs que chaque salarié, à son propre niveau, a l'obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, mais également de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Et ainsi, le salarié engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ceux qu'il harcèle et peut, dans ces cas-là, être condamné à des dommages et intérêts. La souffrance au travail plombe la performance des entreprises, on s'en doute, hein. L'impact sur la productivité est évident. Le moral des équipes, le turnover, la rentabilité sont touchés. Comment réagir? Alors, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la communication. C'est évident qu'un manager a tout intérêt à multiplier les points avec son équipe et à recenser le travail de chacun afin de procéder éventuellement à un rééquilibrage dans la répartition des dossiers. De même, le manager doit être attentif à la présence de ses collaborateurs sur site, à son degré de connexion lorsqu'il est en télétravail. Cela nécessite que les managers soient suffisamment formés et accompagnés pour identifier une éventuelle situation de souffrance au travail. En revanche, lorsqu'il y a une défaillance managériale que l'on peut qualifier de forme de harcèlement, les services RH et les représentants du personnel sont des relais de l'employeur pour traiter la situation. Enfin, en tant qu'employeur, il est évident que des actions de type workshop, baromètre opinion, organisation d'événements pour recréer du lien, permettent à la fois de sonder les collaborateurs sur leur bien-être, de recréer du collectif et d'améliorer la qualité de vie au travail et par conséquent la productivité. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur la qualité de vie et des conditions de travail qui est, comme je le disais tout à l'heure, une thématique des négociations obligatoires dans l'entreprise qui permettent de fidéliser les collaborateurs. Mais là, on dévie peut-être un peu du sujet. Ce sera un prochain sujet de de notre série avec toi. Alors pour finir, quelles seraient tes recommandations à nos auditeurs? Je dirais qu'il existe aujourd'hui de nombreux outils à disposition des entreprises, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif et que c'est à chaque entreprise de déterminer quel outil sera le plus pertinent, sera le plus adéquat pour accompagner leurs salariés dans l'exercice de leurs fonctions dans des conditions optimales. Un grand merci à toi Audrey pour toutes ces précieuses, recommandations, informations. Un grand merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé ce moment avec nous sur le sujet de la souffrance au travail. Vos questions n'ont pas été oubliées, nous y répondrons dès que possible, en tout cas dans les prochains jours. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous Bibuzz. En attendant, vous pouvez retrouver nos articles et les enregistrements de nos lives sur le blog Plume Biz et sur notre chaîne YouTube. À très bientôt!